Je vais enchaîner tout de suite parce que du coup, moi, je vais vous expliquer pourquoi ces situations de trauma peuvent entraîner ces altérations dont vient de vous parler Stéphanie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos grandes fonctions au sein de notre organisme sont régies autour d'un point d'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Cette homéostasie va faire que toutes nos fonctions vont avoir une zone de référence, une zone de confort, on peut appeler ça aussi. Et lorsqu'on a un changement dans notre environnement, on va s'éloigner de cette position d'équilibre. Alors, ce changement d'environnement, ça peut être un changement d'environnement physique, par exemple un changement de température, mais ça peut être aussi un changement d'environnement émotionnel, sociétal, comportemental, et qui va être détecté par notre organisme. Donc, cet écart par rapport à notre position d'équilibre va envoyer un signal qu'on appelle un stimulus qui va être reconnu par un récepteur. C'est un peu comme deux lingots qui s'imbriquent. Et ce duo stimulus-récepteur va aller envoyer un message à notre centre régulateur. Et ce centre régulateur, ce sont les régions dont Stéphanie vous a déjà parlé, le cortex préfrontal, l'amygdale et l'hippocampe. Et ce centre de régulation va envoyer un signal pour pouvoir retourner à notre position d'équilibre. Et il se trouve que quel que soit le trauma, quel que soit notre âge, enfant ou adulte, que ça nous concerne nous directement ou notre environnement, c'est toujours les mêmes voies qui vont être impliquées. Et donc ces voies, il y a trois étapes, et c'est un chercheur qui a fait toute sa carrière au Canada qui l'a bien décrit, qui appelait ça le syndrome d'adaptation au stress. Donc la ligne que vous voyez ici, ça représente notre état d'équilibre, et puis dans ces situations de trauma, donc cet agent stressant va entraîner une réaction d'alarme. On va être en état de vigilance et vous voyez qu'on s'éloigne de notre position d'équilibre et donc on va mettre en place des mécanismes de défense pour y retourner. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Et puis si cette situation de stress, ce trauma perdure dans le temps, on va rentrer en résistance. Et qu'est-ce que l'on va solliciter? Comment on va répondre à cette situation de stress? En fait, c'est quelque chose qui a été bien décrit par un chercheur qui s'appelle Cannon, qui a observé ça chez les animaux. Il y a deux façons de répondre à cette situation de stress. Soit je considère que j'ai tous les éléments pour combattre la situation, soit je vais au contraire prendre la fuite. Par exemple, une proie devant son prédateur, elle va se dire, moi je suis capable de hurler plus fort que le lion, et donc je vais lui faire peur, et donc c'est lui qui va partir, et donc je vais pouvoir retrouver une situation normale. Ou j'ai pas envie de me faire manger tout cru par le lion, mais par contre je sais que je cours très vite, donc je vais mobiliser toutes mes réserves, tous mes muscles pour partir très loin et me retrouver à nouveau dans un environnement sécurisant où je vais retrouver ma position d'équilibre. Mais l'homme étant un animal sociable, on a une autre possibilité, ce qui est de rentrer en dialogue avec cette situation, ce stress. Par exemple, vous allez avoir un élève qui doit rendre un exposé et qui va dire à son maître ou sa maîtresse, mais madame, mon petit frère, ma petite sœur m'a empêché de dormir toute la nuit. Du coup, je suis pas du tout en état de faire mon exposé. Est-ce que je peux le faire demain? Donc, je vais tenter une ouverture pour m'enlever de cette situation stressante et puis reporter ou retourner dans une situation plus confortable. Et puis, la dernière possibilité, c'est particulièrement vrai chez les enfants, c'est ce que j'appelle la double contrainte. C'est quand l'objet du stress est en même temps une partie intégrante de notre position d'équilibre, quand ça fait partie de notre environnement habituel. Et comme Stéphanie vous l'a bien expliqué, la maturation tardive de toutes les connexions du cerveau font qu'un enfant ne peut pas réconcilier ces deux choses, qui est que d'avoir à la fois dans son entourage, donc son environnement affectif, son repère habituel, à la fois son équilibre et l'objet de stress. Et donc, il va pas être capable de faire face à cette situation. Et une possibilité, c'est de rentrer dans un état qu'on appelle de sidération pour essayer de survivre face à cette situation compliquée. Alors, toutes ces étapes, ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, qu'on décrit bien maintenant dans notre monde actuel, mais dont on a les traces depuis très longtemps. Et je vous donne un exemple. On va se retrouver à 490 années avant Jésus-Christ. Vous avez un combat entre les Athéniens et les Perses, et vous avez un soldat athénien
qui n'a pas du tout été blessé physiquement par ses adversaires, mais qui voit tous ses camarades mourir au combat, et il va devenir aveugle. Et le fait de devenir aveugle, ça lui permet de ne plus voir cette situation et donc de retrouver son état d'équilibre. Alors, quelles sont ces voies, hein, quelles sont ces voies que Hans Selye a bien décrit, que l'on va solliciter? Donc, vous avez tout en haut la perception du stress avec donc ces régions qui font partie de notre centre intégrateur dont Stéphanie vous a parlé, hein, le cortex préfrontal, l'hypothalamus et l'amygdale, hein, qui sont représentés ici. Et donc, la première voie, la phase d'alarme, eh ben, ce centre régulateur va communiquer avec une région qui est ici, qui s'appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va aller communiquer avec une petite région qui est située au-dessus de nos reins, qui s'appelle la surrénale, pour libérer une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Sur ce schéma, vous avez en rouge les communications nerveuses, en bleu et vert les communications hormonales. Les flèches pleines, c'est quand on s'active, et les pointillés, c'est quand ça inhibe. Et l'adrénaline, qu'est-ce qu'elle va faire pour répondre à cette phase d'alarme? Elle va aller solliciter notre cœur, hein, on va augmenter notre fréquence cardiaque, on va augmenter notre débit sanguin pour fournir de l'énergie, de l'oxygène à tous nos organes et nos muscles. On va augmenter notre fréquence ventilatoire. Et puis, comme tout ça, ça a besoin d'énergie, on va aller solliciter un de nos organes qui s'appelle le foie et qui, lui, est capable de produire du glucose. Et le glucose, c'est la source d'énergie de notre cerveau. Si donc cette situation perdure et qu'on rentre en phase de résistance, toujours mon même système, hein, mon hypothalamus va libérer un messager qui s'appelle la CRH, qui va aller discuter avec une autre région qui s'appelle l'hypophyse, qui, elle, va aussi communiquer avec cette région, la surrénale au-dessus du rein, pour libérer cette fameuse hormone du stress qu'on appelle le cortisol, qui va continuer à solliciter tous nos organes et qui, en plus, c'est un puissant immunomodulateur, va aller inhiber notre système immunitaire. C'est pour ça qu'en période de stress, on a plus de risques d'attraper un pathogène, de développer un virus, d'attraper un virus, une bactérie. Et puis, bah, une fois que les choses sont bien faites, hein, le cortisol, une fois qu'il agit, il va considérer qu'il a rétabli la situation d'équilibre et donc il va dire, bah, maintenant, une fois que j'ai agi, je vais mettre fin à mon signal. Et donc, vous voyez les petits pointillés, il va exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif pour mettre fin au signal. Et donc, normalement, on est retourné à notre état d'équilibre. Oui, mais si cette situation perdure, on va rentrer dans ce qu'on appelle le stress chronique excessif, le stress dépassé. Et on va épuiser notre organisme parce qu'on le sollicite trop pour essayer de résister toujours à cette situation de stress. Et ça va être générateur de tout un tas de pathologies que l'on peut déterminer. Et donc, c'est pour ça que dans ces syndromes de stress post-traumatique, on va avoir apparaître des symptômes physiques avec de la fatigue, de la douleur, mais aussi des modifications du comportement, hein, de l'anxiété, de la dépression, l'isolement, et puis des troubles des acquisitions cognitives comme la mémoire et l'attention, parce que bah, ces différentes régions, elles vont subir des altérations structurales et fonctionnelles, du coup, on va avoir ces pathologies qui s'installent. Et sur cette imagerie que vous avez en bas, donc vous avez les différentes régions dont on vient de parler, et vous voyez un code couleur. En bleu, c'est quand on les sollicite pas assez par rapport à la situation, et en jaune, c'est quand on les sollicite trop. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des régions qui vont être sous-activées, et au contraire, des régions qui vont être suractivées. Et donc, on va avoir une réponse maladaptive qui va contribuer à cette situation d'épuisement. Et donc, ça va entraîner tout un tas de pathologies qui sont représentées sur cette diapositive, sur cette image. Alors, évidemment, hein, des atteintes cardiaques, on a trop sollicité notre cœur. On va avoir des troubles musculo-squelettiques parce que on a épuisé on a une tension musculaire et puis il va y avoir plein de pathologies, des troubles du comportement alimentaire, de l'obésité, des maladies comme l'hypertension. Voilà, tout ça, ça va conduire, et évidemment une faiblesse immunitaire, comme je vous l'ai dit, parce que le cortisol va taper sur notre système immunitaire. Alors, ça, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut arriver à retourner vers un état d'équilibre? Est-ce qu'on peut aider ces enfants qui ont été face à cette situation traumatisante et qui ont donc cette situation maladaptive à essayer de revenir vers un état d'équilibre? En fait, cette position d'équilibre, elle n'est pas immuable. Par exemple, si vous prenez les grands sportifs, les sportifs de haut niveau,
leur système cardiovasculaire a une valeur de référence qui est différente de la nôtre, en tout cas de la mienne. Moi, je ne suis pas une grande sportive. Et du coup, ils vont avoir un point d'équilibre qui est différent. De la même façon, un enfant qui vit dans un environnement, par exemple, où tout le monde crie, eh ben, sa situation d'équilibre, ça va être de crier. Et donc, quand il crie, lui, c'est pas parce qu'il veut, parce qu'il est énervé, c'est parce qu'il n'a connu que ça. C'est sa position d'équilibre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état d'équilibre? Eh ben, d'abord, c'est comprendre. Et donc, je reviens un tout petit peu au pôle neurosciences de CDP Enfance. Notre objectif, c'est d'apporter un éclairage biologique, pardon, à la fois aux personnes qui sont dans l'accompagnement des enfants et aussi aux victimes pour leur expliquer, pour les déculpabiliser, leur expliquer comment leur organisme réagit et d'essayer de faire face. Ensuite, c'est comprendre pour mieux accompagner. Alors moi, je ne suis pas clinicienne, donc je ne vais pas revenir sur l'accompagnement clinique, thérapeutique qui existe, mais il y a un accompagnement qui peut être fait. Et je vais vous prendre l'exemple du sport. Le sport, c'est quelque chose qui est très bien pour la santé, tout le monde le sait, mais ça n'aide pas juste à avoir un body summer quand l'été arrive. C'est aussi très bénéfique pour notre cerveau. Et ça nous aide à être plus créatifs, à être moins anxieux. Et pourquoi? Parce que quand on fait de l'exercice physique, on va donc solliciter ce système-là, hypothalamo-hypophysaire surrénalien, et on va produire des molécules un peu miracles qui s'appellent les endorphines. Et ces endorphines, elles ont plein de super pouvoirs. Elles sont euphorisantes, elles sont anxiolytiques, donc on a moins de sensations de stress. Elles sont antalgiques, donc on a moins de douleur et antifatigue. Donc, on peut voilà, mettre en place comme ça des systèmes pour accompagner les enfants. Et puis, vous avez aussi sur cette diapositive, vous voyez apparaître tout en bas un mot qui s'appelle la résilience. Alors, la résilience, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au moment de la crise Covid. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Pendant longtemps, on a cru que ça venait des États-Unis, mais en fait, ça a une origine française dans la métallurgie. La résilience, ça veut dire rebondir ou sauter en arrière ou se dédire en fonction de la situation. Ce terme, il vient de la métallurgie française et c'est Charpie qui avait mis en place un système, je vais vous montrer, voilà la pendule de mouton. Et cette pendule, elle va aller taper un matériau et ça permet d'évaluer la résilience du matériau en fonction de comment il va absorber l'énergie et le pendule va remonter plus ou moins haut et ça permet donc d'évaluer la résilience de ce pendule. Alors pour aller très vite, hein, ensuite, bah, c'est un Français aussi, Paul Claudel, qui était ambassadeur aux États-Unis, qui a commencé à parler de ce terme de résilience au moment de la crise économique en 1920. Et puis après, bah, ça s'est un peu démocratisé et puis on en a entendu parler par différents auteurs, à la fois aux États-Unis et en France. Donc là, et vous voyez ici, quand on regarde les publications scientifiques, hein, la résilience, pendant longtemps, on n'en entendait pas parler. Donc là, on a Charpie avec sa pendule. Et vous voyez que dans les années 2020-2022, bah, il y a eu beaucoup de publications au moment de la crise Covid. La résilience, elle peut avoir différentes définitions hein, en fonction de si on est vous voyez, en aérospatial, c'est évoluer dans un milieu hostile, donc c'est être en mode dégradé. En climatologie, c'est s'adapter à un nouvel environnement pour mieux rebondir. Et en écologie, c'est retrouver un fonctionnement ou un développement normal. Est-ce qu'on peut aider nos enfants à retrouver un développement normal? Donc, sur cette diapositive, ce que je vous montre ici, c'est une étude qui a été menée chez des étudiants nigériens en première année d'études. Et les chercheurs ont utilisé une échelle pour évaluer leur intention suicidaire. Et donc pour ça, bah, vous voyez, ils ont évalué le stress académique de ces étudiants et puis cette intention suicidaire dans trois groupes. Ceux qui avaient une forte, une moyenne ou une faible résilience. Alors vous voyez déjà que plus on avance dans le niveau de stress, plus on a de risques de développer ces idées suicidaires, cette intention suicidaire. Mais vous voyez que si on est résilient, on va avoir moins tendance à développer cette intention suicidaire. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ça? On a tous entendu ces phrases, il faut jamais s'avouer vaincu d'avance, il faut voir le bon côté des choses. La résilience fait un peu partie de ça. C'est comment véhiculer des messages positifs
à ces enfants qui ont vécu des traumas pour pouvoir les accompagner à mieux retrouver un état d'équilibre. Et ce qui tu ne nous rend pas plus fortes, ça vient de la biologie. Et je vous donne juste un petit exemple rapide, c'est la vaccinologie. Quand on se fait vacciner, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va vous inoculer un petit bout d'un virus. Votre organisme va réagir pour produire des anticorps face à ce virus. Et quand on va rencontrer la prochaine fois le virus, eh ben, on produira plus d'anticorps et on sera plus fort face à ce virus. Alors, j'ai bien vu, Sandra, qu'il fallait que je conclue, mais j'ai quasiment fini. Il me reste 2 diapositives. Juste pour vous montrer sur cette image que la résilience, c'est un processus dynamique. Et en fonction des ressources, des moyens que l'on va mettre qu'on va mettre à nos enfants qui auront vécu ces situations de trauma, on va, on va leur permettre non plus d'aller vers le bas, mais plutôt d'aller vers une situation positive de résilience et donc de retrouver un état d'équilibre. Et donc, la dernière façon de les accompagner, c'est de revenir aux besoins fondamentaux de l'enfant et de voir comment on peut favoriser les adaptations positives. Et pour ça, je vais passer la parole à Christelle Gavory qui va vous parler de cet aspect-là. Je vous remercie beaucoup.